La lutte d'Éric Seymour contre l'aristocratie a pris fin et la paix règne dans son salon. Dans le salon d'Éric, il y avait deux créateurs populaires, le joyeux peintre Orca et le silencieux sculpteur Paul Nériot. Bien qu'ils soient encore des créateurs inconnus et médiocres, Luimon savait que dans quelques années, il serait la fierté de l'Empire. Orca était un énergumène capable de créer ce que les autres ne pouvaient pas. Elle avait refusé de devenir l'artiste du palais impérial, qui avait été créé à la demande de l'impératrice elle-même. Orca était connue pour le fait que, si elle le voulait, elle pouvait vendre ses peintures pour de l'or et de l'argent. Cependant, elle ne vendait ses peintures qu'à des gens ordinaires. 6 tableaux ne valaient qu'une pièce d'argent. Les tableaux d'Orca ont commencé à être rachetés par des nobles déguisés en pauvres. Ils revendaient ensuite ces tableaux pour beaucoup d'argent. L'une d'entre elles est tombée entre les mains de l'impératrice. Lorsqu'Orca la prend, elle est très contrariée. Elle craint que l'impératrice ne s'empare de ces tableaux. Pour éviter que l'impératrice ne s'empare d'un autre tableau, Orca le peignit sur le mur d'un vieil orphelinat à la périphérie de la capitale. Elle peignit sans relâche, jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa peinture. La peinture murale représentait des ailes divines qui embrassaient l'ensemble du monde existant. Vous vous demandez pourquoi je ne vends pas cette peinture à prix d'or aux nobles? Dans ce sas, seul un petit nombre de personnes pourra en profiter. Moi, au contraire, je veux que le plus grand nombre possible de personnes puissent voir mes tableaux, expliqua Orca. Orca travaillait jusqu'à l'épuisement et tomba bientôt malade. Peu de temps après, la jeune fille disparut complètement. Après la disparition de l'artiste, Éric alla voir l'impératrice et la supplia de permettre à tous les gens, quelle que soit leur classe sociale, d'admirer les peintures d'Orca. Touchée par la forte volonté de l'artiste, l'impératrice transforma l'orphelinat sur lequel avait été peinte la dernière œuvre d'Orca en galerie nationale et lui fit don de tous les tableaux qu'elle avait acquis précédemment. Paul Nériot était surnommé le sculpteur silencieux parce qu'il ne parlait jamais en public. Contrairement à Orca, il vendait ses sculptures à des gens qui payaient beaucoup d'argent et vivaient bien. Paul sculptait surtout des femmes délicates et belles. On racontait même dans la capitale qu'un jeune homme était tombé amoureux d'une sculpture de Paul et que, oubliant de manger et de dormir, il en était mort. Lorsque Luimon apprit la disparition d'Orca, il fut très contrarié. Peu après, le sculpteur Paul Nériot disparaît à son tour. Luimon pensa que tout cela était dû au fait qu'il s'était immiscé dans les événements. Il aurait dû se tenir à l'écart. « Éric, Orca et Paul Nériot ne seraient-ils pas les créateurs de ton salon? Où sont-ils passés ?» Luimon fait mine d'ignorer ce qui se passe. « Frère Luimon, as-tu vu le travail de ces 2 hommes? Personne ne reconnaît leur création aujourd'hui, mais je suis sûre qu'un jour, leurs œuvres impressionneront le monde. Pour l'instant, ces hommes ont quitté mon salon, mais je crois qu'ils deviendront certainement célèbres, » répond Éric. Luimon demanda à son compagnon les adresses des créateurs. Il voulait leur rendre visite. « Louis, tu es enfin rentré. Viens t'asseoir, nous prendrons le thé ensemble, » propose Rubina à son mari. « J'aimerais bien prendre le thé, mais je dois partir pour un moment, » dit Luimon. Il souhaitait retrouver les créatures qui avaient disparu il y a quelque temps. Il voulait les ramener au salon. Luimon savait que ce n'est qu'en travaillant au salon qu'elle deviendrait célèbre. « Et où allez-vous? Tu viens d'arriver ?» demanda Ruby avec un joli sourire. En réalité, elle était très en colère contre son mari. Elle n'aimait pas qu'il se mette à disparaître dans des endroits inconnus. Luimon hésita. Il ne savait pas comment faire comprendre à son épouse qu'il fallait retrouver le peintre et le sculpteur disparus. « Tu inventes un endroit dont tu ne peux pas me parler ?» Cachant son irritation, Ruby demanda. Elle voyait bien que son conjoint essayait de trouver une excuse à son départ. « Non, ce n'est pas du tout un secret. C'est juste que je suis gênée de t'en parler, » répond Luimon. Il ne comprenait pas pourquoi son épouse lui en voulait. « En fait, j'essaie simplement de trouver des artistes créatifs que je pourrais parrainer, » avoue Luimon. « Et pourquoi me caches-tu cela? Puis-je me joindre à votre quête ?» demanda Ruby. « Bien sûr que tu peux te joindre à nous. Ce serait même mieux pour moi. » Luimon avoua. Au fond de lui, il était heureux que sa consoeur ait décidé de l'accompagner. Il prenait cela comme une invitation à un premier rendez-vous. « Est-ce que je dois me changer? Ou est-ce que je peux y aller avec ce costume ?»
Que dois-je faire de mes cheveux? Dois-je les relever ou les laisser libres? Se dit Luimon. Luimon décida finalement de se changer. Il enfila des vêtements modestes et se barbouilla le visage de suie. Luimon décida de ne pas se distinguer des gens du peuple. « Louis, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air d'un gardien d'écurie !» s'exclame Ruby, surprise. Luimon explique à sa femme qu'il s'agit d'un déguisement pour que personne ne devine qu'il est noble. L'artiste qu'il veut visiter déteste les nobles à mort. Luimon avait lu ce déguisement dans un livre intitulé « Cette jeune fille s'enfuit encore aujourd'hui ». Le déguisement était si impressionnant que Luimon a voulu l'essayer sur lui-même au moins une fois. Sous cette forme, il ressemble à un noble qui fait de son mieux pour ne pas ressembler à un noble, se dit Ruby. Elle sortit un mouchoir de sa poche et s'approcha de son mari. Rubina essuya soigneusement le visage de son mari et demanda à Madame Romance des vêtements pour que Luimon puisse se changer. « Rubina, pourquoi as-tu lavé tout mon déguisement? Nous ne pourrons pas t'accompagner sous notre forme habituelle, » s'exclama Luimon. « Louise, tu dois savoir que dans l'ancien royaume d'Aden, les commanditaires trompaient et exploitaient souvent les artistes. Même si tes intentions sont bonnes, tu ne devrais pas utiliser ce stratagème. Les relations doivent être basées sur la confiance. » Rubina répond. Rubina a peut-être raison. Il est peu probable que je puisse tromper un artiste sous cette forme. Et que lui dirai-je quand je la rencontrerai? Que j'ai vu son tableau par hasard et que j'en suis tombé amoureux, alors je veux l'acheter avec tout mon argent? Luimon réfléchit. Ruby, je suis désolée, j'avais une vision trop étroite des choses. Luimon baissa les yeux. La jeune fille s'empressa de lui assurer que ce n'était pas grave, que son plan aurait pu fonctionner aussi. Non, tu as raison. Comme tu l'as dit, je dois gagner le cœur de l'artiste avec la bonne méthode. Ce sera un comportement digne du mari de la duchesse Achélion. Luimon s'exclama. « Eh bien, nous y voilà. C'est l'adresse qu'Éric m'a donnée, » dit Luimon. Ruby remarqua une note sur la porte. Orca a écrit qu'elle n'était pas chez elle. L'artiste a demandé de ne pas la déranger inutilement. Se mordant nerveusement les lèvres, Luimon frappa à la porte. « Hé, je t'ai dit que je paierais le loyer de ce mois-ci avant la fin de la semaine. Et dépêche-toi de réparer ma baignoire. Je ne peux même pas me laver le visage. » C'est Orca qui a ouvert la porte en la faisant pivoter. « Vous devez vous tromper. Vous nous confondez avec quelqu'un d'autre, » dit Luimon avec crainte. « Ouah, les nobles sont venus me voir ?» demanda Orca d'une voix surprise. « Je suis la duchesse d'Achélion et cet homme est mon mari. »« La duchesse Achélion ?» L'artiste siffla de colère. « C'est ça, nous sommes perdus. » L'idée traversa l'esprit de Luimon. « Mais la duchesse Achélion et son mari sont venus me voir? De tels miracles se produisent-ils dans cette vie? Entrez vite dans ma maison. » L'artiste cria joyeusement. Luimon fut surpris par le changement d'humeur soudain d'Orca. « Bienvenue dans mon humble atelier. Vous êtes toujours les bienvenus ici, » dit Orca. La jeune fille avait l'air extrêmement heureuse. Rubina commença à regarder les peintures de l'artiste. Elle avait vraiment du talent. « Tu sais, tu as une très belle forme de tête. J'ai envie de la peindre tout de suite, » dit l'artiste à Luimon. Elle prit un papier et un crayon sur la table et commença à dessiner le portrait du mari de la duchesse. « Oui, je déteste vraiment les nobles, mais vous deux êtes l'exception. Cette fois-là, vous avez été tout simplement géniaux pour frotter le nez des nobles héréditaires. La victoire de la famille Seymour est la victoire des fonctionnaires impériaux qui sont devenus nobles grâce à leur capacité. Vous savez, si vous aviez prétendu être des roturiers et étiez venus ici pour me tromper, je vous aurais jetés tous les deux dehors avec déception. » Luimon regarda sa consoeur. Sans ses conseils, il n'aurait pas pu parler à l'artiste. Il était une fois de plus convaincu qu'il devait croire ce que disait Ruby. 6 conseils étaient toujours utiles. « Et pourquoi êtes-vous venu me voir ?» demanda finalement l'artiste. « Éric s'inquiète pour toi. Il veut absolument que tu reviennes dans son salon, » répondit Luimon. En voyant les nobles se précipiter en masse dans le salon d'Éric et chasser comme des chiens les pauvres artistes qui s'y présentaient, j'ai eu le cœur brisé. C'est pour ça que je ne veux plus retourner au salon. Orca avoue. « Alors laisse-moi te parrainer » demanda Luimon. « Je refuse. Plutôt que de devenir un cochon élevé par toi, je préfère mourir de faim dans les bras de mes tableaux. Et si mes paroles ont été trop dures, veuillez m'en excuser, » répond l'artiste. « Je ne pensais pas qu'elle me repousserait ainsi.
Il n'y a rien de bon à se faire éconduire, se dit Luimon. Ruby remarqua un tableau représentant la mer. L'image était dessinée au simple crayon. Il me semble que tu n'avais pas assez de peinture pour peindre ce tableau. S'ils commencent à te sponsoriser, tu pourras peindre avec du matériel de qualité. Est-ce que vous refuseriez quand même? Demande Rubina à l'artiste. Orca blêmit. L'offre de la duchesse et de son mari était extrêmement alléchante, mais la jeune fille ne voulait pas être redevable à qui que ce soit. Mon épouse veut subtilement corrompre l'artiste, c'est génial. Le désir d'obtenir de bons matériaux est inhérent à tout artiste. Luimon devine. Je vous offrirai tous les meilleurs matériaux d'art du monde. Je te donnerai aussi une maison plus belle que celle-ci et un atelier séparé, promit Luimon à l'artiste. Luimon tendit le contrat à Orca. C'est ainsi que tu essaies de me corrompre? Je le savais, tous les nobles sont pareils. J'ai espéré jusqu'à la dernière minute que vous seriez l'exception. L'artiste hurla et rompit le contrat. Orca jeta la duchesse et son mari à la porte de sa maison. Peu après, l'artiste jeta le portrait en lambeaux de Luimon par la fenêtre. « Alors, qu'en est-il? Avons-nous échoué ?» marmonne Luimon. Ses yeux se remplirent de larmes. Orca sortit de la maison. Ruby et Luimon la suivirent. « Si mon mari veut mettre la main sur cet artiste, je l'aiderai, » se dit Rubina. L'artiste Orca arriva sur la place de la capitale. Les artistes s'y asseyaient souvent pour dessiner leurs tableaux. On y trouvait aussi des musiciens, des chanteurs et des acteurs. Si je ne me trompe pas, c'est ici que nous étions basés la dernière fois avant de renverser le tyran. Contrairement à cette époque, c'est un endroit vivant maintenant, débordant d'art et de sourires, pensa Ruby. C'est exactement le pays que ma sœur Cullen dirige. Sous son règne, les gens du peuple ont eu la vie plus facile. Rubina et Luimon s'approchèrent de l'artiste. « C'est encore vous? Que me voulez-vous » demanda l'artiste d'un ton mécontent. Rubina lui répondit qu'elle voulait un portrait de famille, mais que si Orca ne peignait pas de nobles, elle devrait s'adresser à un autre artiste. « Vous faites des portraits de famille » demanda Rubina à l'artiste qui était assis à côté d'Orca. « Bien sûr, je peins des portraits de famille et je serai plus qu'heureux de vous peindre, » répond l'artiste. Ruby demande à son mari de s'asseoir à côté d'elle. « Au fait, mon mari est le plus bel homme de l'Empire, alors tenez-en compte quand vous peignez. De plus, nous sommes de jeunes mariés. C'est dégoûtant à regarder. Il faut que je sorte d'ici au plus vite, » grommela Orca. L'artiste tendit le portrait peint. « Oh, comment as-tu réussi à peindre mon visage avec autant de minutie? J'aime beaucoup ton portrait, » s'exclama Luimon. Ruby donna une pièce d'or à l'artiste. Ce dernier la remercia pour sa générosité. « Rubina, attends! Cet artiste a parfaitement peint mon visage. C'est sûrement une sorcière qui se fait passer pour une artiste, » dit Luimon à sa femme. Ayant lu beaucoup de romans, il croit aux rencontres fortuites. Tout cela est arrivé parce que j'ai demandé à un artiste de dessiner le plus bel homme de l'Empire. Nous avons poursuivi l'artiste Orca toute la journée d'aujourd'hui. Alors je vous propose de profiter de notre rendez-vous, répondit Rubina à sa consoeur. Rubina prit la main de son époux et ouvrit la marche. Elle avait quelques projets pour la soirée. Tout d'abord, Rubina et Luimon assistèrent à une pièce de théâtre en plein air. Ensuite, ils se promenèrent sur la place du marché. Ils ont acheté toutes sortes de plats délicieux. « J'ai vraiment apprécié notre premier rendez-vous. C'était amusant, » s'exclame Luimon. Sur le chemin du retour, dans la calèche, Luimon s'endort profondément. Ruby demanda au cocher de l'emmener à nouveau sur la place de la capitale. Lorsqu'elle descendit du carrosse, la duchesse demanda aux gardes de veiller sur son mari jusqu'à ce qu'elle arrive. Lorsque Rubina s'approcha d'Orca, celle-ci était déjà en train de rassembler ses tableaux. Il est probable que l'artiste rentre chez elle. Rubina remarqua que l'artiste était apprécié des enfants de la région. Elle supposa qu'Orca leur apprenait à peindre. Orca fut surprise de voir la duchesse devant elle. « Je ne peux pas rentrer chez moi aussi facilement sans avoir terminé mon travail. Je me suis promis d'aider mon mari, et maintenant je vais le faire, » pensa Ruby. « Et pourquoi êtes-vous venue me voir à nouveau ?» demanda l'artiste à la duchesse. « Je veux vous parrainer. Je me souviens très bien que vous refusez d'être parrainé par des nobles, mais je veux vous offrir autre chose. » Ruby lui répond. « Je ne vais pas vous parrainer vous, mais c'est ces petits-enfants. Je vais construire une école pour eux. J'ai remarqué que tu avais une voix assez forte, alors tu pourrais être leur professeur. » Tout en marchant avec son mari, Ruby garde un œil attentif sur l'artiste.
Elle a remarqué qu'Orca s'occupait constamment des enfants qui couraient autour de la place pendant qu'elle peignait des portraits. Rubina a remarqué que les enfants étaient habitués aux soins d'Orca. « Ce sont les enfants qui sont la faiblesse d'Orca », conclut Rubina. Si rien n'est fait, les enfants des roturiers deviendront bientôt la faiblesse de l'Empire. Les rues luxueuses de la capitale commenceront à cacher les pauvres affamés derrière leurs façades. La pauvreté et la faim deviendront le grand problème de l'Empire. Ruby savait que c'était la raison pour laquelle sa sœur avait lancé un projet de construction d'un système d'approvisionnement en eau dans l'Est. Elle avait l'intention de nourrir les pauvres de la capitale en produisant de la nourriture à partir du blé cultivé à l'Est. Ruby savait aussi que l'impératrice prévoyait de construire des écoles pour enseigner les rudiments de la vie aux enfants des pauvres. « Pourquoi ne pas tenter ce projet expérimental ici même ?» se dit Rubina. « Je me fiche que vous acceptiez mon offre ou non, mais j'ai l'intention de soutenir les enfants de CS Rue et de les envoyer à l'école. Tu peux devenir leur professeur. De plus, tu continueras à peindre, sachant qu'ils se débrouillent bien. » Rubina s'adresse à l'artiste. « Tu veux me faire chanter en prenant ces enfants en otage ?» demande Orca. « Tu n'as pas autant de valeur que tu le crois. Oui, tu as un talent pour le dessin, mais rien de plus. Mon mari t'admire, mais pas moi. Pour une raison que j'ignore, il est convaincu que dans quelques années, tu seras la meilleure artiste de l'Empire, » répond Ruby. « Avec ton entêtement inutile, tu risques de passer à côté d'un vrai soutien de la part d'un homme qui sait ce que tu vaux vraiment. Mon épouse souhaite sincèrement t'aider. » 6. Cette tante dit-elle la vérité? Pourrons-nous bientôt aller à l'école? Est-ce qu'on nous donnera du pain là-bas? Les enfants demandent à Orca. « Je vais attendre que vous fassiez part de vos intentions à mon mari de manière polie. Et ne lui dites pas ce que je viens de vous dire. » cria Ruby avant de partir. « Où es-tu allé ?» demanda Luimon d'une voix endormie. « J'ai cru voir quelqu'un que je connaissais, alors je l'ai suivi pour vérifier. Malheureusement, je me suis trompée. Ce n'était qu'un inconnu, » répond Rubina. Rubina passe doucement la main sur le visage de son mari. « Il est très mignon quand il est endormi. Pour le voir le plus souvent possible dans son état de sommeil, je suis prête à construire une école, peut-être même plusieurs dans tout l'Empire, » pensa Ruby. Luimon s'allongea sur les genoux de son consort. « Dors encore un peu, Louis. Quand tu te réveilleras, tout sera exactement comme tu le souhaites, » chuchota Ruby. Le lendemain, Luimon décida d'envoyer un message au sculpteur silencieux. « Vous êtes le sculpteur silencieux ?» demanda Rubina, surprise, en regardant l'homme plutôt souriant. « Qui est silencieux? Moi? Mais si les nobles disent que je suis silencieux, alors je suis prêt à me taire pour le reste de ma vie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne doute pas que vous ferez une bonne donation, » s'exclame le sculpteur. « Cet homme est bien étrange. Je doute qu'il corresponde exactement à ce dont j'ai besoin, » marmonna Luimon. « Je suis désolé. Nous avons dû nous tromper d'endroit, » dit Luimon. Il se détourna du sculpteur et se dirigea vers la sortie. « Aidez-moi » hurla le sculpteur. Il s'agenouilla à côté de Luimon et entoura sa jambe de ses bras. « Ma femme est comme un lapin et mes enfants comme des renards. Ils n'ont pas mangé de pain depuis plus de 3 jours et sont pratiquement morts de faim. En regardant votre chambre, on dirait que vous êtes célibataire. » Rubina fait remarquer. « Ma famille est au village. Elle attend que je réussisse et que je revienne. Cela fait quelques années que je vis loin d'eux, » répondit le sculpteur. « J'ai aussi remarqué que vous aviez un discours très bien placé, comme quelqu'un qui est né et a grandi dans la capitale, » dit Ruby. « Sur le mur de votre maison, j'ai trouvé des rappels de dettes. Il y en a beaucoup. J'en ai conclu que vous êtes accro au jeu et que vous ne payez pas vos impôts à temps. » Dans une vie antérieure, on disait de ce sculpteur qu'il était devenu muet parce qu'on lui avait coupé la langue à cause de ses dettes de jeu. Mais malgré toutes ces déceptions, cet homme reste un sculpteur brillant, se dit Luimon. Même cette création inachevée est magnifique. Je me souviens que, dans une vie antérieure, il réalisera bientôt le plus grand des miracles. Je vais tout de même commencer à le parrainer. J'espère qu'il fera ses preuves dans cette vie aussi. Quelques jours plus tard, Luimon reçoit une lettre de l'artiste Orca. Elle lui écrit qu'elle ne pourra pas participer au concours d'art impérial de cette année. Elle devait réaliser un livre d'art pour enfants. Elle a décidé d'être enseignante. Dans l'enveloppe accompagnant sa lettre, l'artiste a joint plusieurs dessins de S et S élèves.
Bien qu'ils aient été réalisés par des enfants, ces dessins avaient l'air très professionnels. Ces dessins manquent de technique, mais je ne peux pas les quitter des yeux. Quand je les regarde, j'ai une sensation de chaleur dans le cœur. Je ne pense pas qu'Orca deviendra un artiste célèbre de sitôt, mais je m'en réjouis, se dit Luimon. Luimon ne savait pas encore qu'à l'avenir, Orca, âgé de 40 ans, serait considérée comme la meilleure peintre folklorique de l'Empire. L'impératrice elle-même la nommerait meilleure peintre. Le souhait d'Orca de voir ses tableaux accrochés dans tout l'Empire se réaliserait. Luimon a également reçu une lettre du sculpteur. Paul Nerio écrit qu'il s'est laissé piéger par de mauvais amis et qu'il a perdu tout son argent. Il assure Luimon qu'il a une merveilleuse inspiration, mais qu'il n'a pas d'argent pour acheter du marbre. Le sculpteur supplie Luimon de lui envoyer une petite somme d'argent. Non, c'est plutôt un voleur d'argent dans une maison de jeu. Il a tout gâché. C'est un pourri qui ne sait pas réfléchir, s'écria Luimon en froissant avec irritation la lettre du sculpteur. Et quand vas-tu sculpter ? C'est toi le sculpteur. Tu as du talent et beaucoup d'argent grâce à de généreux mécènes. Qu'est-ce qui te manque ? Pourquoi joues-tu toujours ? Demande Luimon au sculpteur. Je ne pourrais pas t'expliquer ce qui m'arrive. Serait-ce à cause de l'immense bénédiction que mon corps et mon esprit sont devenus si détendus ? Je ne sais pas, mais je vais continuer à essayer. Peut-être que si on me coupe la langue à cause des dettes, je reprendrai mes esprits. Les larmes coulent, dit le sculpteur. Il s'est avéré que la raison pour laquelle Paul Nerio n'est pas venu au salon d'Éric était complètement différente de celle d'Orca. Le sculpteur suppliait secrètement les nobles du salon de le parrainer. C'est pour cette raison qu'Éric lui a interdit de venir au salon. Comme Luimon était ébloui par le travail du sculpteur silencieux, il laissa passer tout ce qu'Éric lui disait. Pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner quoi que ce soit ? Je croyais qu'il était facile de parrainer des gens. Alors pourquoi se comporte-t-il ainsi avec moi ? Pensa Luimon avec tristesse. Si vous me pardonnez cette fois, je vous promets d'abandonner le jeu et l'alcool. Je me concentrerai uniquement sur le modelage et la création de magnifiques chefs-d'œuvre. Je t'en supplie, ne me quitte pas. C'est vraiment la dernière fois, s'exclame Paul. Luimon décide de ne plus donner d'argent au sculpteur. Il commence à lui acheter lui-même du marbre. Luimon ne savait pas que le sculpteur revendait secrètement le marbre. Il espérait vraiment gagner une grosse somme d'argent. Paul Nerio était sûr que lorsqu'il serait devenu riche en gagnant, il n'aurait plus jamais besoin de sponsors. Il n'aurait plus jamais à ramper devant les riches. Quelques jours plus tard, Luimon reçoit une nouvelle lettre du sculpteur. Il est très endetté et demande de l'aide. Ruby remarqua que son mari était contrarié par quelque chose. Il semblait même pleurer. Luimon décida de raconter à sa femme ce qui s'était passé. « Et qu'as-tu l'intention de faire de cet homme maintenant ?» demanda Ruby lorsque Luimon eut terminé son récit. « Si je le voulais, je le ferais souffrir. La faveur qu'on lui a accordée, il la prend pour argent comptant. Et, en se plaignant, il espère en obtenir davantage. » répondit Luimon. « Comme j'ai déjà rencontré des gens de cette nature, je connais un moyen rapide de résoudre ce problème. Nous allons tout de suite voir le sculpteur. Nous ferons en sorte qu'il rembourse votre générosité, » dit Ruby à son mari. « Et où vas-tu me vendre ? Les esclaves sont interdits dans ce pays, » s'insurge Paul Nerio. « Les jeux d'argent sont également interdits dans l'Empire, tu ne le savais pas ? » demanda Ruby. « Ayez pitié de moi, je ne jouerai plus jamais, je deviendrai ton fidèle esclave !» s'écrie Paul. « Tu pensais vraiment que je te laisserais partir si facilement ? Tu passeras le reste de ta vie dans une cellule de prison, à regretter la belle occasion que tu as manquée. C'est le prix à payer pour avoir contrarié mon mari, » dit Rubina. Rubina ordonna au cocher d'emmener le sculpteur au cachot. Le sculpteur continua à crier. Il supplie la duchesse d'avoir pitié de lui. Il supplia aussi Luimon de le sauver. « Cela me fait du bien de me dégourdir un peu le corps. Je me sens revigorée et pleine d'énergie, » s'exclame Ruby. La jeune fille décide d'envoyer le sculpteur au nord en guise de cadeau. Il s'agit de ramener Paul Nerio à la raison. Une semaine plus tard, une lettre en provenance du nord arrive au nom de Luimon. Paul Nerio demande à Luimon de le sauver. Il s'avère que la duchesse l'a enfermé dans la même cellule que son dragon apprivoisé. Le dragon essayait toujours de manger le sculpteur. « Avez-vous reçu une lettre de Paul Nerio ? Est-il encore en vie ? Comme il est tenace après tout !
s'étonna Ruby. Son dragon lui manquait beaucoup. Dans le nord, il était connu pour sa férocité. Son rugissement tonitruant suffisait à faire éclater le tympan d'un homme. Il avait le pouvoir de déchirer le corps des hommes et des chevaux à la fois. Ruby réussit tout de même à capturer cette bête féroce. Elle l'apprivoisa et le nomma Wyvern. Il fut le seul dragon à se soumettre à l'homme. Le jour où Ruby reçut l'ordre impérial et quitta le nord, Wyvern traversa le ciel, voyant sa maîtresse partir. Quel dommage que je n'ai pas de Wyvern à mes côtés. Je n'ai malheureusement pas pu l'emmener avec moi. Mais je suis heureuse d'avoir quelqu'un qui m'est cher à mes côtés. Je me demande comment Wyvern va réagir face à Luimon. Sera-t-il jaloux ? Se dit Ruby. Tous les 2 jours, une lettre de Paul Nerio parvenait à Luimon. Luimon brûlait les lettres sans même les lire. Quelques semaines plus tard, un chariot chargé arriva du nord. Ruby s'approcha du chariot et en retira la couverture. Sous la couverture se trouvait une sculpture. Paul Nerio avait réussi à sculpter un dragon dans la pierre. Au pied du dragon gisait un homme. Il ressemblait beaucoup à Luimon. Cette sculpture est incroyable. Ruby s'étonne. D'habitude, les sculptures taillées dans la pierre dure sont brutes et sans prétention. Cette sculpture, en revanche, est majestueuse et dynamique, comme si elle était faite de marbre ou d'argile, remarque Luimon. À côté de la sculpture, Ruby trouve une note. L'assistant de la duchesse lui demandait ce qu'il devait faire du sculpteur. Il avait l'intention de le donner en pâture à la Wyvern. « Louis, penses-tu que nous devrions tuer le sculpteur ?» demanda Ruby. Elle recouvrit le chariot d'une couverture tandis que les servantes commençaient à regarder la sculpture sans vergogne. Elle s'émerveillait de voir comment le sculpteur avait réussi à capturer l'apparence de leur monsieur Luimon. « Si vous le souhaitez, nous pouvons faire en sorte que ce sculpteur soit considéré comme mort dans un accident dans le Nord, suggéra Rubis. Luimon fut surpris par la cruauté de sa consort. Il ne voulait pas qu'elle ruine un grand créateur. « Merci, Rubina. C'est grâce à toi que tout cela est arrivé. C'est toi qui as envoyé le sculpteur têtu au Nord. » Luimon commença à parler, mais Rubina l'interrompit. « Attendez! Vous ne devriez pas penser que votre façon de le parrainer était mauvaise. C'est juste que Paul Nerio est le genre de personne qui ne retrouve ses esprits qu'après avoir souffert. C'est ce que j'ai dû lui faire, » a déclaré Ruby. « Je déteste le type qui a réalisé la sculpture de mon mari à moitié nu, mais je comprends maintenant ses sentiments. Il voulait manifestement sculpter l'homme le plus parfait et le plus beau qu'il ait jamais vu, » pense Ruby. Et même si je le déteste, je suis prête à lui pardonner d'avoir voulu faire de mon mari sa muse. La raison pour laquelle Paul Nerio s'était réveillé était sa colère envers Luimon. Bientôt, le Nord fut rempli de ses œuvres. Outre Luimon, Paul Nerio sculpta des bêtes qu'il avait vues en personne. Les statues de C.S. bêtes semblaient vivantes. Même Ruby, la sans-cœur, a apporté quelques œuvres du sculpteur à la capitale et les a présentées à l'impératrice. Kalena disposa les statues autour du palais et les offrit même en récompense aux nobles pour leurs exploits. Dans la capitale, la valeur des sculptures de Paul Nerio augmenta considérablement. Les œuvres du sculpteur étaient très difficiles à obtenir. L'intérêt pour le sculpteur Paul Nerio ne cessa de croître, mais il ne quitta le Nord qu'à sa mort. Outre les animaux, Paul Nerio n'a travaillé que sur les statues d'une seule personne, le mari de la duchesse d'Achelion. Cela donna lieu à de nombreuses rumeurs. Certains nobles prétendaient que le sculpteur était envoûté par la beauté de M. Luimon. Ils l'appelaient la muse éternelle du sculpteur. Un message est parvenu à la duchesse d'Achelion en provenance du Nord. Les subalternes de Ruby écrivent que des étrangers sont soudainement arrivés dans le Nord. Ils s'enquièrent de la situation dans la région et de la duchesse elle-même. Les servantes de Ruby attendaient son retour avec impatience. Les habitants du Nord se souvenaient encore de la dureté de leur vie avant l'arrivée de Ruby. C'est pourquoi ils ne voulaient pas passer un autre hiver sans elle. « Farren, le capitaine nous a envoyé une lettre !» s'exclama Simon, tout excité. Farren se leva d'un bond, courut vers son compagnon et lui arracha la lettre des mains. Dans cette lettre, Ruby condamnait ses subordonnés pour l'avoir poussée à quitter la capitale. La duchesse lui demandait de ne pas la déranger inutilement, de ne pas en faire toute une histoire et de ne pas nourrir la Wyvern avec de la nourriture de mauvaise qualité.
Elle ne veut pas aller dans le nord. Se sent-elle vraiment bien dans la capitale? Murmura Faren. La capitale avait éveillé un intérêt pour les personnes créatives. Les nobles étaient heureux de parrainer des peintres, des sculpteurs et d'autres artisans. Malheureusement, Luimon n'avait personne à parrainer. Orca est devenu professeur à l'école et Paul Nerio crée des statues d'animaux dans le nord. Je n'ai rien fait de bon pour le duché d'Achelion, s'exclame Luimon. Eric lui demande de se calmer et de se ressaisir. Écoutez, vous avez préparé le mariage vous-même, si je me souviens bien? Pouvez-vous donner quelques conseils à une certaine amie d'enfance que vous connaissez? Demande Eric. Luimon accepta d'aider son ami. Très bien, alors suis-moi rapidement. Eric saisit la main de Luimon et l'entraîna derrière lui. Pourquoi est-il si excité? Cette fille pourrait-elle être le premier amour d'Eric? Ai-je bien fait d'accepter de l'aider? Se dit Luimon. Et tu as vraiment amené le mari de la duchesse Achelion? Tu es vraiment mon meilleur ami. Merci, Eric, s'exclama la jeune fille aux cheveux blonds. De rien. Pour un ami d'enfance, je ferais n'importe quoi. Eric, gêné et rougissant, répondit. Luimon devina que la fille qui se tenait devant lui aimait bien Eric. « Si j'ai bien compris, vous êtes la future mariée ?» Luimon précise à la jeune fille brune. « Oui, c'est exact. Je suis très heureuse de pouvoir entendre les conseils du mari de la duchesse. Depuis peu, il est de bon ton pour les futurs couples de répéter le mariage de la duchesse d'Achelion. » La jeune fille brune répondit. « Si je me souviens bien, notre mariage s'est distingué par une abondance de sang. À quoi bon assister à une véritable bataille lors de votre célébration ?» s'étonna Luimon. « La rumeur dit que vous avez préparé un mariage parfait en seulement 3 semaines. C'est incroyable! Dis-moi, où t'es-tu procuré les décorations florales? Combien en as-tu commandé ?» La jeune fille commence à inonder Luimon de questions. Plus tard, il s'avéra que la mariée était issue de la famille pauvre du baron. Sis Perrin était mort alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, et elle avait dû vivre avec son grand-père maternel. Elle n'avait pas de parents pour l'aider à organiser le mariage. « Si c'est le CEAS, confiez-moi l'organisation de votre mariage, » dit Luimon. « D'ailleurs, je veux qu'Eric et sa copine travaillent avec moi en tant qu'assistant. D'étranges rumeurs se répandront si je suis seule avec ma future épouse. Bien sûr, nous serons heureux de t'aider. » Eric était très excité par la demande de son ami Luimon. En aidant l'organisateur du mariage, il pouvait se rapprocher de son compagnon. Eric et sa petite amie commencèrent à se rendre chez les fleuristes et les pâtissiers en suivant les instructions de Luimon. À un moment donné, ils ont commencé à se promener en se tenant la main. J'avais l'habitude de me plaindre de l'échec du parrainage d'artistes, mais aujourd'hui, mon état d'esprit a changé. C'est peut-être mieux que je n'ai pas réussi, parce qu'investir dans les gens est trop inconstant, pensa Luimon en s'étirant gentiment. « Ruby, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire !» s'écria Luimon en faisant irruption dans le bureau de sa femme. « Je suis sûre qu'un tissu appelé serdim sera bientôt à la mode. Et si je me le procurais dès maintenant à un prix avantageux? À l'avenir, je le vendrai beaucoup plus cher. Nous aurons le monopole de ce tissu. » Pour être honnête, c'est la première fois que j'entends parler d'un tel tissu. Ruby s'étonne. Pour l'instant, vous n'êtes pas les seuls à l'ignorer, tout comme le reste des habitants de l'Empire. Ce tissu est produit dans la région de Nîmes, dans le royaume de Poldine, répondit Luimon. Il savait qu'une fois l'étoffe devenue célèbre, les nobles locaux commenceraient à l'appeler serdim. Ce tissu deviendra si célèbre que même l'impératrice l'utilisera pour ses tenues. Dans un avenir proche, il y aura un banquet au palais impérial, où les nobles ne manqueront pas de porter des vêtements en serdim, s'exclama Luimon. Luimon réalisa tardivement qu'il avait dit beaucoup de choses inutiles. Ruby aurait pu s'interroger sur les détails qu'il connaissait sur un tissu que personne d'autre ne connaissait encore. Il ne pouvait pas lui dire qu'il vivait loin de sa première vie. « C'est une excellente idée, j'aimerais y investir, » dit Ruby en souriant. « Pas besoin, je le ferai moi-même. J'utiliserai mes fonds personnels. Quand le serdim se sera vendu comme des petits pains et aura rapporté beaucoup d'argent, je pourrai réinvestir, » dit Luimon à son épouse. Luimon, qui m'a demandé en mariage, était vaguement au courant du serment de sang que j'ai fait devant Dieu. Il m'a dit alors qu'il l'avait appris par hasard de son grand-père le comte Graham, mais il s'est avéré que ce n'était pas le Kea.
se dit Ruby. Maintenant, il parle avec beaucoup d'assurance d'un tissu que personne ne connaît encore. Il est fermement convaincu que ce tissu sera porté par ma sœur. Il parle comme s'il était allé dans le futur. Pour acheter le tissu, Luimon décida d'utiliser la guilde commerciale avec laquelle Ruby traite habituellement. Il était certain que la guilde commerciale de Fimmons deviendrait bientôt très prospère. Nous allons acheter des tissus qui feront sensation dans tous les pays l'année prochaine. Cela nous rapportera énormément d'argent, dit Luimon. Comment es-tu arrivé à connaître une information aussi secrète? Qui t'a parlé de ce tissu? S'exclame Fimmons. Il pensait que c'était la duchesse qui essayait de lui donner des informations précieuses par l'intermédiaire de son mari. Luimon tendit plusieurs lingots d'or au marchand. Il lui demande d'acheter toutes les étoffes qu'il peut trouver. Au bout d'un certain temps, Luimon acheta un territoire appelé Nîmes, situé dans la partie occidentale de l'Empire. Il demanda aux habitants de Nîmes de fabriquer un tissu appelé serdim. Les habitants de la région, qui avaient du mal à vivre à cause de la fermeture des mines, travaillèrent jour et nuit pour fabriquer le tissu serdim. Malheureusement, à l'exception du personnel de la Tour des Érudits, personne n'achetait le tissu. « Tu ne m'avais pas dit que nous réussirions à coup sûr ? Ce jour-là, tu as dit que ce tissu ne serait pas seulement populaire parmi les nobles, mais aussi parmi les gens du peuple. Il me semble que ce tissu n'a aucune chance de devenir à la mode. » Fimmons était indigné. Luimon ne comprenait pas pourquoi le serdim n'était pas populaire. « Vous voulez dire que mon mari a échoué lamentablement ?» explique Ruby à Madame Romans. Le peuple impérial ne sait encore rien de cette étoffe. Ce que je sais, c'est qu'il est bon marché et qu'il ne se déchire pas. C'est parfait pour les mineurs ou les ouvriers du bâtiment. Mais pourquoi a-t-il décidé de l'apporter à la capitale? Pourquoi les nobles voudraient-ils d'un tissu qui ne se déchire pas? Murmure Ruby. Il semble que j'ai fait preuve d'une sensibilité excessive à l'égard de mon mari. Il est impossible qu'il ait régressé, comme cela arrive dans les relations amoureuses, et qu'il puisse connaître l'avenir. Mais il est certain qu'il me cache quelque chose. J'attendrai qu'il me dise tout. J'espère que mon mari n'est pas trop contrarié par son échec. C'est étrange. Pourquoi ai-je échoué? Peut-être que le moment n'est pas encore venu pour cette étoffe? Dans ma vie passée, le tissu est devenu célèbre après que l'impératrice l'ait porté. Le serdim n'a-t-il pas encore atteint sa majesté? Se dit Luimon. Je ne sais pas comment l'étoffe en question est arrivée entre les mains de l'impératrice. Qu'est-ce qui l'a poussée à se confectionner une robe en serdim? Luimon ne savait pas que la popularité du serdim était due au projet de l'eau de l'Est. Ce projet ayant créé de nombreux emplois, les pauvres ont commencé à affluer dans la partie orientale de l'Empire. Beaucoup d'entre eux venaient de la région de Nîmes. Les ouvriers portaient des vêtements en serdim, car ce tissu était très résistant à l'eau. Lorsque ce vêtement de travail innovant a fait sensation, le duc Feltarg, responsable du projet oriental, s'est intéressé au serdim. Le duc Feltarg a acheté tout le serdim et a commencé à coudre des vêtements de travail à partir de ce tissu. Par la suite, le tissu est devenu populaire parmi les gens du peuple. Pour soutenir les travailleurs du projet oriental, l'impératrice Kulin se rendit à un banquet vêtu d'une robe en serdim. Par la suite, les nobles se mirent à porter ce tissu avec plaisir. L'erreur de Luimon est alors d'avoir monopolisé le serdim trop tôt. Comme il achetait à bon prix tous les tissus de la région de Nîmes, les habitants n'avaient plus besoin de se rendre dans l'est de l'Empire pour trouver du travail. Serait-ce grâce à la brillante créatrice de vêtements Lily Lotus? C'est elle qui a créé la robe serdim pour l'impératrice, et je me souviens parfaitement qu'elle rêvait de gagner un concours de stylisme. Luimon réfléchit. Il faut que je la retrouve et que je lui commande une robe serdim. Cette robe deviendra certainement célèbre, car Lily Lotus est une brillante créatrice de vêtements qui a réalisé de nombreuses tenues inégalées. Luimon voulut partir à la recherche de Lily Lotus, mais Ruby l'en empêcha. « Oui, tu vas quelque part ?» demanda Rubina. « J'ai eu une idée géniale pour développer une activité de vente de serdim. J'ai décidé de trouver une créatrice de vêtements Lily Lotus pour nous aider à promouvoir le tissu. » répondit Luimon à son épouse. Ruby se dit que son mari avait l'habitude d'être persévérant lorsqu'il était passionné par quelque chose. La duchesse décida d'aider son mari cette fois encore. Elle lui promet d'obtenir l'adresse d'un certain Lily Lotus. Ruby et Luimon s'habillèrent modestement et partirent à la recherche du créateur Lily Lotus.
Bienvenue dans l'atelier de Madame Crater. Prenez votre temps et examinez attentivement les articles que je vous propose, s'exclame la femme à l'entrée. Ruby, es-tu sûre que c'est ici que se trouve Lily Lotus demanda Luimon à sa consort. La duchesse lui répondit qu'après une petite enquête, elle avait appris que c'était là que travaillait la créatrice. Soudain, Luimon entendit une sorte de cri. Il part à la recherche de la source du bruit. En regardant dans une des pièces, Luimon vit deux femmes qui réprimandaient une jeune fille. « Comment oses-tu regarder ces vêtements avec tes yeux sales? Ton travail se limite à nettoyer le sol. Connais ta place et cesse de voler des vêtements !» crient les femmes. « Mais je n'ai rien volé du tout. Ce morceau de tissu était juste posé sur le sol », objecta la jeune fille. Luimon devina que la créatrice en face de lui était Lily Lotus. « Tu veux dire que la plus grande créatrice de Lily Lotus est une jeune fille de 15 ans qui travaille comme femme de ménage dans l'atelier de Crater ?» clarifie Ruby à l'intention de son mari. Luimon se souvint que dans une vie antérieure, Madame Crater avait été la propriétaire de l'atelier que Lily Lotus avait fréquenté juste avant de remporter le concours de design. Madame Crater fit irruption dans la pièce et attrapa Lily par les cheveux. « Vile voleuse, je t'ai accueillie. J'ai eu pitié de toi parce que tu es une orpheline. Et maintenant, tu veux ruiner notre boutique ?» Madame Crater donne un coup de pied à la jeune fille. Lily vola contre le mur, se cognant douloureusement le dos. Elles ont délibérément choisi la victime pour renforcer la solidarité interne, dit Ruby à voix basse. Luimon est stupéfait par la brutalité qui règne dans l'atelier. Rubina savait qu'il se passait quelque chose de semblable dans l'armée. Malmener un homme faible, ignorer sa situation difficile, c'est renforcer la cohésion des complices. Ruby propose à son mari de suivre Lily. Lily fait la lessive jusque très tard dans la soirée. Je suis l'ultime poubelle. En ce moment, j'ai le pouvoir d'aider cette fille, mais j'ai peur de gâcher son avenir de brillante styliste. J'ai déjà changé le destin de 2 autres grands créateurs. Pensa Luimon, la douleur au cœur. Lily Lotus, un peu de patience et les choses s'arrangeront. C'est très difficile et douloureux pour toi en ce moment, mais tu réussiras certainement plus tard. Lily, qu'est-ce qui te prend tant de temps avec cette lessive? Tu es une fille si paresseuse après tout, tu passes toute la journée à faire la lessive, dit Madame Crater d'une voix furieuse. Madame Crater fait tomber le panier de linge fraîchement lavé des mains de la jeune fille. « Tu vois, ton linge est encore sale, va le laver à nouveau. » Madame Crater enfonce un pied dans le dos de Lily. « Arrêtez de l'intimider. Incapable de le supporter, Luimon se mit à crier. « Ruby, si je comprends bien, il doit y avoir beaucoup de gens comme ça dans cette rue, non? Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, alors ils se font régulièrement maltraiter. Ils supportent tout pour ne pas mourir de faim. » Luimon dit d'une voix triste. « Il y a beaucoup de gens comme Lily Lotus, et cela ne sert à rien de les sauver. Mais est-ce que je dois le prendre pour acquis? Je suis dégoûtée par ce genre d'attitude envers les gens. Qu'est-ce que je suis censée faire? »« Louis, tu ne peux pas sauver tous les malheureux de ce monde, mais y a-t-il une raison pour que tu ne sauves pas le malheureux qui est juste devant toi ?» Ruby tapote son mari dans le dos pour l'encourager. « Pour les personnes qui sont devant toi, tu peux faire de ton mieux. Si tu veux sauver Lily, tu n'as aucune raison de t'en empêcher. Je tiens à vous assurer que j'en assumerai les conséquences. » Madame Crater leva haut son pied, dans l'intention de frapper à nouveau Lily. « Arrêtez !» cria Luimon en couvrant la jeune fille. « Bonjour, madame. Vous n'avez plus rien à craindre. Mon mari est venu vous sauver, » dit Ruby en s'accroupissant à côté de Lily. « Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous mêlez-vous des affaires des étrangers ?» s'exclame Madame Crater. « Et en quoi êtes-vous meilleur que moi? Vous avez engagé un enfant pour l'humilier et le battre, » répond Luimon. « J'ai pris cette pauvre enfant, je lui ai donné un travail et je lui ai même versé de l'argent pour qu'elle ne se prive de rien. Et vous vous mêlez de ses affaires. Et qui êtes-vous d'ailleurs pour vous permettre de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas ?» Madame Crater s'écrie avec colère. « Je suis l'épouse de la duchesse d'Achelion. » Soudain, Luimon se souvint de la façon dont Ruby était entrée en trombe dans la maison du comte Graham pour le sauver. Il voulait vraiment être comme elle, avoir autant de bravoure et de courage. « Si vous êtes l'époux de la duchesse, je suis l'impératrice de cet empire. Qu'est-ce qui vous permet d'étayer vos paroles ?» demanda Madame Crater. Luimon ôta son bonnet de sa tête. Une tignasse de cheveux argentés lui tombe sur les épaules. Madame Crater sursaute. «
Tout le monde dans l'Empire savait que le mari de la duchesse Ashelion avait de longs cheveux argentés. Personne dans l'Empire n'avait de tels cheveux. Ruby enleva elle aussi son bonnet. Les gens de l'Empire savaient que la duchesse avait des cheveux d'un rouge éclatant. En plus de ses cheveux, elle avait des yeux d'un vert éclatant qui flamboyaient comme une torche. « Est-ce vraiment la duchesse Ashelion ?» murmura Madame Crater avec effroi. « Pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de me faire appeler impératrice. Ayez pitié de moi, je ne recommencerai pas !» Madame Crater hurla et tomba à genoux devant la duchesse. « Et comment allons-nous nous occuper d'elle maintenant ?» demanda Ruby à Lily. « Si je l'ordonne, cette femme se couchera à vos pieds et implorera votre pardon. Il s'agira peut-être de remords non sincères, bien sûr, mais si vous voulez toujours des excuses, je peux m'assurer que vous en obtiendrez. Je n'accepterai pas ces excuses. Si elle s'excuse maintenant, elle oubliera vite tout ce qu'elle a fait, et ce n'est pas ce que je veux. Je me souviendrai de cette femme pour le reste de ma vie, et je ne manquerai pas de me venger d'elle à l'occasion. » D'un ton ferme et confiant, Lily reprend. « Beaucoup de gens affirment qu'il ne sert à rien de se venger, car c'est une perte de temps inutile. Ne cherchez pas à détruire cette personne, conseilla la jeune fille Ruby. Au lieu de vous venger, faites en sorte de devenir une meilleure version de vous-même, celle que cette femme a cherché à détruire. Quand tu seras parfait, elle sera déjà découpée en morceaux et rampera à tes pieds. Et je sais pertinemment qu'il ne faudra pas quelques années pour préparer la vengeance parfaite, mais bien plus longtemps. La vengeance vous ronge de l'intérieur et ne vous donne aucune chance de vous développer. Concentrez-vous sur votre amélioration et la vengeance viendra d'elle-même. « Merci beaucoup de m'avoir aidée, » dit Lily pendant le dîner. « Tu n'as pas à nous remercier. C'est moi qui devrais m'excuser auprès de toi pour ce qui s'est passé. L'Empire aurait dû te sauver avant que tu ne sois traité si durement, mais il ne l'a pas fait. » Ruby répondit. « Je vous présente mes excuses au nom de Sa Majesté et de tous les nobles de l'Empire. Je crois que vous ne pouvez pas vous excuser parce que le système n'est pas encore formé. Ce genre de choses se reproduira sans doute à l'avenir, mais je vous promets de réfléchir au problème. Je m'efforcerai de faire en sorte que nous ayons la possibilité de sauver chaque enfant qui se trouve dans ce genre de situation. L'Empire de Sa Majesté s'en chargera certainement. Je n'arrive même pas à comprendre à quel point il a été difficile pour toi de supporter tout cela. Tu es une fille très forte. » Ruby couvrit la main de Lily de sa paume. Soudain, Lily pleura amèrement. Depuis la mort de ses parents, aucun adulte ne lui avait tendu la main. Personne ne lui avait jamais parlé affectueusement ou demandé si sa vie était difficile. La duchesse fut la première à le faire. Alors qu'elle continue de pleurer, Lily serre la duchesse dans ses bras. Lorsque la jeune fille se calma, Ruby décida de parler de son avenir. « Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir? Si tu veux continuer à travailler dans la couture, je peux t'écrire une lettre de recommandation. Je t'aiderai à trouver un bon endroit. Je déteste les ateliers de couture. » Lily avoue. « Mais pourquoi ?» s'étonna Luimon. « Je veux devenir chevalier pour protéger la duchesse, mais je ne suis pas sûre d'être douée pour cela. » s'exclama Lily. « Pourquoi veux-tu devenir chevalier si soudainement? Avec tes compétences, tu pourrais être la meilleure styliste de l'Empire, » dit Luimon à la jeune fille. « Mais tu ne m'as jamais vu coudre, n'est-ce pas? Alors, pourquoi dis-tu cela? » demanda Lily. Luimon ne trouva rien à répondre. Il n'avait vraiment jamais vu une seule robe confectionnée par cette fille. Dans sa vie antérieure, il avait seulement entendu parler de la créatrice, mais n'en avait jamais vu. « La raison pour laquelle j'ai travaillé dans un atelier, c'est parce que cela me permettait de gagner ma vie. En réalité, j'ai toujours rêvé d'être chevalier, mais c'était impossible pour moi. » Raconte Lily. « Je crois que rien n'est impossible. Si on fait des efforts et qu'on s'entraîne régulièrement, on peut réussir, » dit Rubina. Lily Lotus, qui devait confectionner une robe de Serdim pour l'impératrice, a choisi de devenir chevalier. Quel cauchemar! Maintenant, comment vais-je faire pour annoncer le tissu? Pensa Luimon d'un air morose. Je me rendrai immédiatement dans votre domaine pour prêter serment, s'exclama Lily. Je ne veux pas que tu sois mon chevalier. Je voudrais que tu protèges aussi celui que je protège. Tu dois servir l'impératrice, dit Ruby à la jeune fille. Pour l'instant, l'impératrice est protégée par un homme que je considère comme une canaille. J'espère que tu deviendras un grand chevalier
et que tu l'écarteras tout en protégeant sa majesté. Ruby savait qu'aucune loi de l'Empire ne stipulait que Dante serait toujours le chevalier personnel de l'impératrice. La duchesse voulait qu'il ait enfin un rival. Ruby ne comprenait pas pourquoi Luimon pensait que Lily devait devenir styliste. La jeune fille avait des avant-bras entraînés par les lavages quotidiens et un bas du corps solide. Elle était persévérante et n'abandonnait pas dans les situations difficiles. « Je vais rédiger une lettre de recommandation pour l'admission à l'école des chevaliers. Tu y seras soutenue financièrement, » promet Ruby. Personne à la table ne savait qu'à l'avenir, Lily Lotus von Halle deviendrait le plus grand chevalier de l'Empire et déposerait Dante. Elle serait aux côtés de l'impératrice jusqu'à sa mort. « Louis, tu as fait du très bon travail aujourd'hui, » lui dit Ruby, son mari. « Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui as résolu la situation. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir défendu Lily Lotus. Cependant, je ne suis pas sûre que cela lui fasse du bien. » Luimon dit d'une voix triste. Si elle avait continué à travailler dans les ateliers de couture, elle aurait pu devenir une créatrice de vêtements à succès. J'ai peut-être tout gâché. Louis, je voudrais te raconter l'histoire d'une fille. C'était une enfant qui n'a même pas eu de cérémonie de passage à l'âge adulte. Quand elle a appris que ses parents avaient été sauvagement assassinés par un tyran, elle a été tellement perturbée qu'elle n'a pas pu dormir la nuit. L'atmosphère au sein de la famille était pesante et la jeune sœur ne faisait que pleurer. En tant qu'héritière de la famille, elle essayait de se battre mais ne savait absolument pas quoi faire ensuite. Cette fille n'en finissait pas d'endurer. Si quelqu'un venait me voir à cette époque et me disait que si je survivais à cette période difficile, je deviendrais duchesse et que ma jeune sœur deviendrait impératrice, je le tuerais sans aucun doute. Si l'on pouvait choisir l'avenir, je choisirais certainement celui où mes parents sont en vie. Je ne voudrais pas être duchesse et je ne souhaiterais pas que ma sœur devienne impératrice. Je n'ai jamais voulu le bonheur et les honneurs qui viennent après le malheur. Ainsi, même si dans le futur cet enfant ne devient pas un grand designer à cause de notre interférence, mais devient un chevalier de bas rang, elle ne vous en voudra jamais. Elle a choisi son propre destin. Luimon serra sa consoeur contre lui. Il était reconnaissant de ses paroles d'encouragement. « Rubina, je voudrais aussi te raconter l'histoire d'un garçon. C'est un enfant qui est né sous une étoile de malheur. Il n'a pas été béni dès sa naissance. Il était le fils illégitime d'un tyran. Par une grossesse non désirée, il a rendu sa mère malheureuse avant sa naissance. La mère du garçon est morte alors qu'il n'avait que 2 ans. Le garçon a toujours pensé qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Il a toujours regretté de ne pouvoir rien changer. Une fois devenu adulte, il avait beau essayer, il échouait toujours. Et pourquoi ce garçon pense-t-il qu'il a encore échoué? Ce garçon a grandi miraculeusement et a sauvé une fille solitaire. Et s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu respecter mon vœu envers le Dieu. » Ruby caressa doucement le visage de son épouse. Lily Lotus était entrée sans encombre à l'Académie des Chevaliers et y suivait sa formation. Serdim était replié dans l'entrepôt du duché d'Achelion. « Louis, si tu ne veux rien coudre avec ce tissu, je vais l'utiliser. J'ai une idée, » dit Ruby. « Et où vas-tu l'utiliser » demanda Luimon. Rubina versa un verre d'eau sur le tissu, mais celui-ci resta complètement sec. La duchesse décida d'envoyer le Surdim dans le nord. Les habitants du nord aimaient beaucoup le tissu. Il leur tenait chaud et les protégeait de l'humidité. Les habitants du nord demandèrent à la duchesse si elle pouvait leur envoyer d'autres étoffes. « Vous m'avez dit vous-même que personne ne connaissait ce tissu pour le moment. Puisque vous avez été la première à le distribuer, je propose de changer son nom. Que ce tissu s'appelle Luidim, propose Ruby. « Et tu veux que le nom du tissu soit associé à mon nom ?» Luimon précise. « Bien sûr que je le veux !» s'exclama Rubina en embrassant son compagnon sur les lèvres. « Tu veux dire que même les restes de cette précieuse étoffe, tu veux les envoyer au nord? Ce tissu est-il devenu si populaire là-bas ?» s'exclama Fimonz. Fimonz était ravi que sa coopération avec le mari de la duchesse d'Achelion ait été couronnée de succès. Non seulement il avait acquis une expérience précieuse, mais il avait également renforcé ses relations avec le duché d'Achelion. « J'ai maintenant compris que connaître l'avenir ne signifie pas que je peux faire tout ce que je veux. Tout cela est arrivé à cause de ma stupidité. Et si je n'avais pas le charme qui attire les gens, je n'aurais jamais réussi.
se dit Luimond. Luimond décida de ne plus prendre de risques. Il se concentra sur le duché. Il devait changer la vaisselle cassée et les rideaux. Luimond se rendit chez un artisan local pour lui commander de la nouvelle vaisselle. Dans une vie antérieure, cet artisan avait été très populaire. Les aristocrates attendaient parfois leurs commandes pendant des années. De nombreux nobles voulaient que cet artisan leur fasse de la vaisselle. Pour l'instant, l'artisan n'était connu de personne. Luimond décide de commander en plus un service à thé pour la mariée qui l'a aidé à organiser le mariage. Dans cette vie, Luimond a eu la chance de pouvoir acheter une broche en émeraude qui avait appartenu au duc Feltarg pendant plusieurs vies consécutives. Le duc Feltarg avait acheté cette broche parce que les émeraudes qui l'ornaient étaient de la même couleur que les yeux de Rubis. Comme Luimond ne voulait pas que le duc Feltarg porte des émeraudes en pensant à Rubis, il commença à acheter les gemmes. Luimond et le duc Feltarg se firent concurrence, achetant toutes les émeraudes du marché de la capitale. Au bout d'un certain temps, il y eut une pénurie d'émeraudes dans la ville. Cette pierre devint le bijou le plus précieux et le plus populaire de l'Empire. Personne ne savait pourquoi les deux duchés étaient si obsédés par les émeraudes. « Louis, es-tu sûr que nous devrions vraiment porter cette tenue ?» demande Rubis à son mari. « Si l'on apprend que le couple ducal assiste au mariage de la baronne, les gens commenceront à nous regarder plus que la mariée. Nous ne devons pas attirer l'attention sur nous. » Luimond répondit. « Mais qu'est-ce qui vous fait penser que nous devrions être habillés comme des moines ?» demande Rubis. Luimond lui répondit qu'elle était belle sous toutes ses formes. « Louise, j'ai appris que tu avais participé au mariage de la baronne. C'est en effet une magnifique cérémonie de mariage. Vous avez fait du bon travail. » Contre toute attente, Luimond remarqua le baron d'Ito. C'était le maître de la tour magique. « Merci d'avoir pris soin de la cérémonie de mariage de ma petite fille. » Le maître de la tour magique s'inclina devant Luimond. « Je pensais que cette fille n'était que la fille d'un petit baron, mais elle est en fait la petite-fille du maître de la tour magique. » Luimond fut surpris. « Pour être honnête, lorsque j'ai appris que vous alliez aider ma petite-fille, j'ai été très surpris. Je pensais que tu n'étais qu'un garçon de maison têtu et érudit. En fait, tu t'es avéré être quelqu'un de très créatif, » dit le maître de la tour magique. « C'est une sorte de cauchemar. J'ai aidé de mes propres mains la petite-fille de mon ennemi. » L'esprit de Luimond s'emballa. Pendant de nombreuses années, la maison des savants et la tour de magie avaient été les ennemis les plus jurés. Les scientifiques s'appuyaient toujours sur les lois de la physique, tandis que les mages résolvaient tout grâce à leur magie. Lorsque le tyran empereur a tué ma fille et mon gendre, mes yeux se sont remplis de larmes. Mais je voudrais dire que le nouvel empire m'a redonné le sourire. C'est grâce à vous. Le maître de la tour serra fermement la main de Luimond. « Duchesse Achelion, je tiens à vous assurer que ma famille et la tour magique seront toujours fidèles à l'Empire. Je jure sur mon vieux corps que je serai un pilier de soutien pour le bien de l'avenir de l'impératrice. » Le maître de la tour magique s'inclina devant Rubis. « Que cette pièce d'or soit un gage de loyauté envers le baron d'Ito, le maître de la tour magique. Ceux qui possèdent cet objet peuvent toujours s'adresser à moi pour obtenir de l'aide. » Le maître de la tour magique tendit à Rubina une petite boîte contenant une pièce d'or. Kuléna a toujours voulu l'aide de la tour magique et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile. Nous devrons lui envoyer cette pièce. Je lui dirai que c'est grâce à Luimond, pensa Rubis. Le nom de Luimond avait reçu un grand nombre d'invitations. Il s'avérait que dans les cercles sociaux, il était devenu très honorable de recevoir un projet de mariage de la part de Luimond. Les jeunes femmes de la capitale se tournèrent vers lui pour obtenir de l'aide. Elles voulaient que Luimond soit leur organisateur de mariage. On dit que le mari de la duchesse Achelion a la réputation d'être le meilleur organisateur de mariage. Dante fit son rapport. Comme tout cela est intéressant. Eh bien, je ne peux plus repousser le moment de le rencontrer. Préparez tout et le plus tôt possible, demanda l'impératrice. Au fait, je me rends cet après-midi au duché de Feltarg. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais j'ai été convoquée d'urgence. J'espère que cela ne prendra pas trop de temps, dit Rubina en prenant son petit déjeuner. Tu veux dire que tu vas te retrouver seule avec cet homme ? Luimond laissa tomber sa fourchette des mains, surpris. Cette situation le mettait dans une colère noire. Non, nous ne serons pas seuls. Le duc de Minsan n'est pas encore arrivé.
Il est rare que les 3 ducs se rencontrent en dehors du palais impérial, mais je suis sûre qu'il ne se passera rien de spécial, répondit Rubina. Lorsque Rubina quitta la maison, un homme du palais impérial se rendit immédiatement chez Luimon. J'espère qu'elle ne me tuera pas aujourd'hui. J'aurais peut-être dû dire à Rubina que j'avais reçu une invitation de sa sœur il y a quelque temps, pensa Luimon sur le chemin du palais impérial. Soudain, le carrosse s'arrêta. Le comte Greyhomme ouvrit la porte. « Voyez cet homme de ma part !» ordonna Luimon aux gardes. « Louis, ayez pitié de moi. Si vous m'abandonnez maintenant, je mourrai sûrement !» cria le comte. « D'accord, laissez-nous tranquilles. J'ai aussi quelque chose à dire à mon grand-père, » dit Luimon aux gardes. Aujourd'hui, c'était la première fois que je voyageais seule dans un carrosse qui n'appartenait pas à la duchesse. Je me demande si c'était un accident ou si cela avait été soigneusement planifié. Je dois découvrir les arrière-pensées du comte, se dit Luimon. Comte Greyhomme, allons droit au but. Dites-moi quelle est votre situation, demanda Luimon à son grand-père. J'ai été expulsé de l'unité rebelle. Dès que la relation entre vous et la marquise Odile a été rompue, ils m'ont tout de suite montré leur vrai visage. Le comte commence à raconter. Depuis que vous avez épousé la duchesse d'Achelion, ils ont cessé de me faire confiance. Si on y réfléchit bien, ce sont des gens répugnants. Je suis ici pour vous dire que je ne suis pas satisfait de votre mariage. Vous n'êtes pas satisfait de mon mariage ? Si je me souviens bien, tu m'as vendu pour une mine de diamants. Penses-tu avoir le droit de parler ainsi après cela ? Demande Luimon. Je suis ton grand-père maternel, je t'ai élevé, s'exclame le comte Greyhomme. Tu dis que tu m'as élevé ? Mais tu m'as toujours traité comme un animal. Je crois t'avoir dit la dernière fois que je ne te considère plus comme ma famille, dit Luimon. Va-t'en, tes problèmes n'ont plus rien à voir avec moi. Je suis désormais l'époux de la duchesse d'Achelion. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme bon vous semble. Espèce de vaurien, ta mère est attristée de te voir depuis le ciel. Le comte Greyhomme siffla. Comment oses-tu parler de ma mère ? Cria Luimon en attrapant le comte par la peau du cou. Luimon savait que son grand-père avait vendu de force sa fille au tyran empereur. De son vivant, elle avait servi d'outil au comte pour devenir le beau-père de l'empereur. N'avez-vous pas mauvaise conscience ? Ne vous rendez-vous pas compte que vous avez condamné ma mère à mort ? Ne t'avise pas de prononcer le nom de ma mère chaque fois que tu en as envie, cria Luimon. Luimon jeta le comte hors du carrosse. Comte Greyhomme, si vous revenez me voir pour me dire de telles choses, je ne vous pardonnerai plus aussi facilement. Oubliez-moi. Avec son apparition, le comte Greyhomme rappela à Luimon le cauchemar qu'il vivait. Il était constamment harcelé par des rebelles. Pour s'en débarrasser, il avait épousé la duchesse d'Achelion. Aujourd'hui, il devait faire face à l'effrayante impératrice. « Votre Majesté, pardonnez-moi d'être en retard. » Baissant les yeux vers le sol, Luimon marmonna. « J'ai appris que vous aviez eu un petit accident en venant ici, » dit l'impératrice. « Cet homme est tout à fait au goût de ma sœur. Lorsque nous étions jeunes, notre grand-mère a insisté plus d'une fois sur le choix d'un marié. Elle conseillait à Ruby de trouver un mari sans vanité. » pense Kuléna en regardant l'homme assis en face d'elle. Ce qui s'est passé en chemin est difficile à qualifier d'accident ordinaire. Le fait est que mon grand-père, le comte Greyhomme, a arrêté mon carrosse et s'y est introduit. Il m'a demandé de l'aide, car les rebelles l'avaient chassé de leur rang. Raconte Luimon. On m'a déjà rapporté cette situation. Je n'aurais jamais pensé qu'il me raconterait honnêtement ce qui s'est passé. Surprise, pensa l'impératrice. On vous a apporté du thé. Pourquoi ne le buvez-vous pas ? Demanda l'impératrice. Luimon eut l'impression qu'elle voyait clair en lui. Luimon saisit la tasse et en but le contenu d'un trait. Si vous buvez du thé chaud si rapidement, vous risquez de nuire à votre santé, dit le chambellan qui s'approcha de Luimon. Sa Majesté aime taquiner les gens, c'est pour les rendre nerveux. Elle aime simplement faire des blagues. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, elle n'est pas méchante. Êtes-vous en train de discuter de moi devant moi en ce moment même ? Grommela l'impératrice. Je ne suis intervenue que parce que le mari de la duchesse était excessivement nerveux, explique le chambellan. Écoutez, j'ai une question à vous poser. Expliquez-moi pourquoi je devrais vous laisser aux côtés de ma sœur ? Demande l'impératrice. Et que dois-je lui répondre ? Ce n'est pas comme si je pouvais lui dire la vérité, que notre mariage est contracté, que nous nous séparerons dans 3 ans, que c'est grâce à sa sœur que je peux survivre.
Louis-Mont réfléchit avec crainte. « Parce que je possède une beauté parfaite, » répondit Louis-Mont. L'impératrice éclata de rire. « Si tu veux rester le plus longtemps possible aux côtés de ma sœur, tu devrais faire plus attention à ton visage. D'ailleurs, il y aura bientôt une célébration du Nouvel An au palais. Voulez-vous que je vous confie les préparatifs ?» demanda l'impératrice. La famille impériale devrait s'occuper de l'événement au palais, mais les seuls membres sont ma sœur et moi. Ruby est très occupée. Je n'ai donc pas d'autre choix que de vous le confier. J'ai de grands espoirs pour toi, bâtard. C'est une femme redoutable, après tout. Et quand j'y pense, elle ne m'a jamais appelé le mari de la duchesse Achelion. J'ai toujours l'impression que l'impératrice veut me tuer, se dit Louis-Mont. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi m'avez-vous convoqué? Demanda Ruby au duc. J'ai décidé de vous réunir ici parce que vous m'avez manqué, répondit Dante. Asseyez-vous, je peux vous préparer à boire, dit Feltargue. D'accord, apportez-moi du vin, demande Ruby en s'installant sur le canapé. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous sommes réunis ici, grommelle Rubina. Est-ce qu'on doit vraiment se réunir uniquement pour résoudre des affaires? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous rencontrer simplement pour socialiser? Vous avez passé beaucoup de temps dans le Nord et vous êtes devenu assez froid, nota Dante. Tu veux être la première personne à mourir d'une cuillère à café? Grommelle Ruby. J'espère que j'ai assez traîné, pensa Dante en regardant sa montre. Rubina remarqua que Dante regardait constamment sa montre. Elle devina qu'il les avait réunis ici pour une raison, une sorte de ruse. Sœur Ruby, ne me regardez pas avec ce regard grésillant. Vous vous souvenez très bien que mon corps et mon âme appartiennent déjà à l'impératrice. Comme je l'ai toujours dit, je suis la seule personne digne d'être aux côtés de Sa Majesté, dit Dante. Si quelqu'un veut prendre place aux côtés de l'impératrice, il devra vaincre le meilleur épéiste de l'Empire, c'est-à-dire moi. On dirait qu'il a encore empiré. Et c'est un type comme ça qui veut être le mari de ma sœur, pensa Rubina. Très bien, je dois y aller. Vous pouvez rester et discuter un peu. Dante se lève de table. Alors je vais y aller aussi. C'est dommage d'avoir perdu du temps, après tout, dit Rubina. Rubina, attends, je veux te parler. Feltargue s'exclame. Réponds-moi, es-tu heureuse en ménage? Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi cette question? La jeune fille répond en souriant. Et penses-tu qu'il soit nécessaire d'avoir un enfant dans le mariage? Tu vois, j'ai souvent réfléchi à tes paroles. Tu as dit que tu voulais obtenir quelque chose de lui. Et tu as donné la raison pour laquelle tu veux garder un homme qui ne t'aime pas. Si tu restes aux côtés d'un mari qui ne t'aime pas, tu peux être aux côtés d'un amant qui t'aime et avoir un enfant avec lui. Qu'est-ce que tu racontes encore? Demande Rubina avec incompréhension. Rubina n'avait jamais envisagé d'être mariée à Louis-Mont pour avoir un autre homme. Je vous suis reconnaissante de vous préoccuper du fait que je puisse respecter mon serment de sang. Je tiens à vous assurer que je suis très satisfaite de mon mari pour le moment. Rubina répondit. Je suis prête à renoncer à tout, à mon titre. Je suis prêt à m'abaisser au rang de chevalier pour être l'amant de Rubina. Je veux être à ses côtés. Et que voit-elle dans son mari? Je peux lui apporter plus que lui, se dit Feltargue. Bon, il faut vraiment que j'y aille. J'ai déjà perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Rubina lui fit un signe de la main. Rubina, n'oublie pas à qui appartient le sang qui coule dans les veines de cet homme. Il ne manquera pas de te trahir. Feltargue siffla entre ses dents. De retour à la maison, Rubina demanda aux servantes où se trouvait son mari. Les servantes lui répondirent qu'il était parti au palais impérial. « Il est parti au palais sans me dire un mot? Mais pourquoi est-il allé là-bas? Aurait-il décidé de me fuir? Peut-être que les paroles de Feltargue sont vraies ?» Ruby réfléchit, déprimée. Quelques minutes plus tard, Louis-Mont entra dans la maison. « Louis, on m'a rapporté que tu t'étais rendu au palais. Que faisais-tu là-bas » demanda Rubina à son mari. « Je suis allée au palais pour voir l'impératrice. Je voulais t'en parler, mais elle me l'a interdit, » répond Louis-Mont. « A-t-elle vraiment décidé de m'intriguer à nouveau » pensa Rubis. « Allons au salon, tu me raconteras tout en détail. Je suis très curieuse de savoir de quoi tu as parlé avec ma sœur. » C'est comme ça que ça s'est passé. Louis-Mont termine son récit. « Dante, une vraie canaille. La prochaine fois que je le rencontrerai, je ne me laisserai pas faire, » pensa Ruby avec irritation. La duchesse serra son verre avec force. Il se fendit immédiatement. Rubina. Je suis certaine que mon grand-père, le comte Graillaume, n'abandonnera jamais la rébellion.
il ne renoncera jamais à la part de pouvoir qu'il obtiendra en réussissant une trahison. Je n'aime pas cela, au point d'en être horrifié, dit Luimon en posant un genou à terre devant sa consoeur. J'ai même cru un instant qu'il avait vraiment été abandonné et que personne ne l'accepterait à part moi. Je me sens très faible. Vous n'êtes pas faible. Une famille est une famille, après tout. La mauvaise personne est celle qui essaie d'utiliser la parenté pour tricher. Ne te reproche jamais d'avoir de la peine pour ton grand-père. Et n'oublie pas que la faiblesse n'est pas un péché. Ruby caresse le visage de son mari. À l'avenir, essaie de ne pas t'éloigner de moi pour que rien de tel ne se produise. Tu dois vivre en paix et heureux à l'ombre du duché d'Achelion. Je suis désormais votre famille. Désormais, je vous consulterai et n'agirai qu'ensuite, promit Luimon. Rubina demanda à son mari de signer une déclaration officielle indiquant qu'il rompait tout lien avec la maison du comte de Graillaume. Ruby demanda à Madame Remond d'envoyer 2 lettres. L'une sera remise au comte Graillaume, l'autre à l'impératrice. « Merci, Rubina. Grâce à votre aide, j'ai enfin trouvé le courage de rompre tout lien avec la famille du comte, dit Luimon à sa consoeur. Pour la première fois en 8 vies, j'ai une famille. De plus, mon épouse est la seule personne qui me soutient pleinement et qui croit en tous mes projets. La rencontrer a été pour moi un véritable miracle. » Luimon réfléchit. Inutile de parler avec autant de pathos. Des mots de gratitude suffiront. Ruby embrassa doucement son époux sur les lèvres. « Comment ose-t-il m'envoyer une telle lettre ? Après tout, c'est moi qui l'ai élevé. Nourri, 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 nourri !» s'exclama le comte Graillaume. Le comte Graham voulut se plaindre de son petit-fils auprès du marquis Odile, mais ce dernier le mit à la porte. Le comte Graillaume est un homme vulgaire, cupide et extrêmement stupide. Je lui ai ordonné de ne pas poursuivre ce plan foireux, mais il a désobéi et a fini par tout gâcher. Le marquis Odile est irrité. « Marquis, que devons-nous faire maintenant ?» demandèrent les personnes présentes à la table ronde. « Je suis sûre que vous êtes déçu de l'échec du plan de Graillaume. Heureusement, ma fille dit qu'elle a apporté des nouvelles qui vous réconforteront. Je vous invite donc à l'écouter attentivement, » répond le marquis. « J'ai appris qu'il se passerait quelque chose dans le Nord avant la fête du Nouvel An, et je suis sûre que cette nouvelle est déjà parvenue au palais impérial, » dit Lisana. Un serviteur effrayé se précipita dans la salle à manger. Il dit que Rubina a été convoquée d'urgence par l'impératrice. Rubina se leva d'un bond et courut vers la sortie. Luimon devina qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Il avait un mauvais pressentiment. Ruby ne rentra chez elle que le soir. Elle annonça qu'elle devait partir d'urgence pour le Nord. « Rubina, réponds-moi, s'est-il passé quelque chose de terrible ? Pourquoi dois-tu aller au Nord ?» demanda Luimon en attrapant son épouse par le bras. « Louis, » dit Rubina d'un ton affectueux. « Rubina, ne dis pas mon nom comme ça. Ne me parle pas comme si tu voulais m'apaiser. Je ne suis pas un petit enfant qui pleurniche. Je ne peux pas te laisser aller dans cet endroit dangereux. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. » Luimon s'exclama. « Es-tu vraiment le seul dans ce grand empire à devoir voyager vers le Nord ? Et comment l'impératrice peut-elle envoyer sa propre sœur dans un endroit aussi dangereux ? De plus, les fêtes de fin d'année approchent. Pourquoi dois-tu quitter la capitale ? » « Louis, arrête ! Les choses pourraient se compliquer considérablement si tu continues à dire de tels mots. Le duc dominant ou les espions de Sa Majesté pourraient l'entendre. Ce sont les ordres de l'impératrice, et je dois y obéir. Je vous promets d'être rentré à temps pour la fête du Nouvel An. Je suis curieux de voir comment vous allez décorer le palais. Et comme je ne suis pas en danger dans le Nord, tu n'as pas à t'inquiéter. Attendez-moi. Je ne vais pas combattre des dragons ou quoi que ce soit d'autre. Je ne ferai qu'une visite et je reviendrai tout de suite. » Ruby embrassa doucement la main de son mari. « Louis, le Nord n'est pas aussi effrayant qu'on le dit. C'est un endroit agréable à vivre, avec des paysages magnifiques. J'espère que tu aimeras le Nord aussi. Je reviendrai à la maison saine et sauve. Je te le promets. Et pendant mon absence, préparez avec diligence la fête de la Saint-Sylvestre. Rendez-la fabuleuse pour que Sa Majesté soit stupéfaite. » Plusieurs jours s'étaient écoulés, mais Ruby n'avait pas envoyé la moindre lettre à son mari. Luimon décida de concentrer toute son énergie sur la préparation de la fête du Nouvel An. Cela lui permettait de ne pas s'attarder sur le départ de sa femme. Quelques jours plus tard, le duc Dante Dominant vint voir Luimon. « Je vous prie de m'excuser, mais je suis venu vous annoncer une terrible nouvelle. Votre épouse est décédée. Votre consort est décédé. »
Baissant la tête avec tristesse, Dante dit « Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. S'il vous plaît, partez. Je ferai comme si vous ne m'aviez jamais raconté cette terrible plaisanterie, dit Luimon. Luimon courut vers Dante et arracha son épée du fourreau. Il voulait se tuer pour renaître et sauver sa consoeur. Comment oses-tu retirer l'épée de la ceinture du plus grand chevalier de l'Empire ? Cria Dante en arrachant l'épée des mains de Luimon. Je te pardonne pour cette fois, mais ne t'avise pas de recommencer. Après ce terrible événement, les portes du duché d'Achelion furent fermées. Tous les habitants du manoir pleuraient continuellement. Ils avaient de la peine pour la duchesse décédée. Luimon refusait de manger, et même Madame Remonce ne parvenait pas à le faire manger. Je ne peux pas rester éternellement comme ça. Il faut que je me lève et que je fasse quelque chose. Mais pourquoi faire quelque chose ? J'aurais dû faire plus d'efforts, elle serait encore en vie, marmonne Luimon. Quelques jours plus tard, des représentants de la maison de commerce de Feltine vinrent voir Luimon. Ils apportaient le testament de la duchesse Achelion. « Je suis désolée de vous rencontrer dans ces circonstances. Je vous présente mes condoléances. Et je n'arrive pas à réaliser à quel point vous devez être affligé, » dit l'un des avocats. « Quoi qu'il en soit, le duc Feldharg a demandé à votre épouse, peu avant son départ pour le Nord, de rédiger un testament. J'aimerais souligner qu'elle a décidé de laisser une somme assez importante à une seule entreprise peu connue. Et pourquoi ma femme a-t-elle décidé de se préparer à la mort ? Pourquoi a-t-elle rédigé un testament ? Savait-elle déjà qu'elle ne reviendrait pas à la maison ? Se dit Luimon. Le duc Feldharg nous a ordonné de vous remettre le testament de votre femme. Madame la duchesse Achelion vous a chargé d'en exécuter le contenu. L'avocat continua à parler. Lord Luimon, il faudra du temps pour réaliser ce que vous avez dit. Nous allons certainement nous familiariser avec le testament et nous ferons appel à vous si nous avons besoin d'aide, dit Madame Remonce. Mais le duc Feldharg nous a ordonné de rester ici et d'assister sœur Luimon après avoir lu le testament de Madame, s'exclame le second avocat. J'aimerais vous rappeler qu'il s'agit du manoir d'Achelion, et je suis sûre que les gens de la maison du duc Feldharg n'interviendront pas dans les affaires internes de la maison Achelion, dit Madame Remonce. Et si vous n'avez plus rien à me dire, je vous suggère de quitter cette maison. Madame Remonce devina que Sir Feldharg et ses hommes voulaient utiliser M. Luimon à leur propre fin. Madame Remonce regarde M. Luimon. Il examine le testament écrit de la main de sa femme. Si cette lettre est déjà cachée, c'est que je suis probablement morte. J'espère vivement que mon mari, Luimon von Achelion, la lira avant les autres. Écrit Ruby. Luimon se dit que sa femme n'aurait pas dû écrire cela, et encore moins le lui faire lire. Les funérailles seront simples et se dérouleront dans un cimetière public. Mais si vous ne retrouvez pas mon corps, occupez-vous des familles de ceux qui sont morts avec moi. Pour ce qui est de mes biens, j'accorde à ma fidèle servante, Madame Remonce, le domaine d'Achelion et une pension à vie. Je donne à ma sœur toutes les mines, les plaines et les terres du Nord. J'espère qu'elle accordera ses faveurs à mon mari. Tous les dépôts que j'ai investis dans le groupe Feltine, je les donne à mon mari. 6 fonds devraient lui permettre de commencer une nouvelle vie. Je souhaite également que mon fidèle ami, le duc Feldharg, devienne le protecteur de mon mari. Comment peut-elle écrire une telle chose ? Pourquoi m'a-t-elle laissée seule ? Elle avait promis de revenir ! S'exclama Luimon. Non, je ne laisserai pas les choses dans l'état. Je ne vivrai pas comme le prévoit le testament. Je ne veux pas commencer une nouvelle vie. Je trouverai bien un moyen de remonter le temps. Luimon ne voulait pas croire qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible pour Ruby. Il était déjà revenu 8 fois à la vie. Elle pouvait donc en faire autant.